Donc on va accueillir Streamroot qui va nous présenter ses travaux basés sur une technologie has-been mais remise au goût du jour. Merci. Grâce à donc HTML5. C'est pas légèrement poussé par une petite boîte qui se situe aux États-Unis, non, à tout hasard aussi? La techno en elle-même. Non. WebRTC, non? Google. Non. Qui a entendu parler de Google? Bon, mais bonjour à tous, et on va essayer d'être assez dynamique pour la dernière présentation. Donc il n'y a pas que les Chinois qui font du peer-to-peer, il y a aussi des Français. Donc nous c'est Streamroot, on fait une solution de diffusion de peer-to-peer pour du streaming, donc assisté par peer-to-peer, comme c'est la dernière présentation. Donc je ne vais pas parler des JO, mais moi je vais parler de Félix Baumgartner, pas facile à dire, qui a sauté donc, de 38 km de haut. Il y a eu 8 millions de vues sur YouTube, c'est un des plus gros pics qu'il y a eu en termes de broadcast sur du live. Ça a été un énorme trafic qui a été géré par Google et par Akamai avec des gros sauts, des gros pics dans les réseaux qui ont été mesurés. J'ai pas mis de courbe ici, mais c'est assez marquant. Et pour les utilisateurs finaux, pas mal de problèmes. Il y a pas mal de choses qui ont sauté, pas mal de buffering. La qualité était très différente selon les personnes. Donc c'est encore extrêmement difficile de faire des live streaming à très grande échelle. Sachant que 8 millions de vues c'est énorme, mais par rapport à des audiences TV ça reste encore très faible. Donc vu qu'on va vers là, il va falloir trouver des solutions, et c'est le thème d'ailleurs du sujet ce soir. Sachant qu'on a de la 4K bien sûr, que la conso mobile explose, et que j'ai les mêmes infos pour Cisco sur le pourcentage de bande passante par rapport au réseau. Ça va prendre une énorme partie du réseau. Donc pour nous, l'idée c'est qu'il va falloir redécentraliser le web, revenir un petit peu aux sources du web, et donc utiliser le peer-to-peer qui a beaucoup d'avantages, certains ont été cités avant. Donc ça va désengorger pas mal les réseaux d'étranglement, pouvoir gérer les pics de trafic, pouvoir faire sans avoir trop la trouille des streamings avec beaucoup d'utilisateurs, et bien sûr la possibilité d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc tout ça, c'est remis au bout du jour et c'est pas has-been parce qu'il y a un super truc qui s'appelle WebRTC. Nicolas va vous parler juste après, qui va permettre de faire plein de trucs sympas. Donc voilà, WebRTC c'est quoi? C'est un nouveau protocole rédigé aussi par l'IETF qui permet à la base de faciliter les communications en temps réel sur le web. Donc au début le but c'était de permettre de faire du Skype directement dans le navigateur sans plugin. Et du coup ça marche en peer-to-peer, donc les communications qu'il y a par WebRTC marchent en peer-to-peer entre deux clients. Il y a forcément très peu de latence parce qu'on veut que ce soit de la vidéoconférence, donc c'est optimisé pour qu'il y ait très peu de latence. Et donc on peut faire des transferts de vidéo, de flux vidéo, audio, et aussi ils ont rajouté dedans la data qui pour nous on pense que c'est le plus important et le plus révolutionnaire dans le WebRTC, et dont on parlera un peu plus tard. Donc c'est quoi, à part être un protocole, c'est aussi donc une librairie open source en C++, gérée et maintenue par Google. Donc ça permet de mettre le WebRTC dans tous les devices qu'on veut, avec un peu de boulot. Et en même temps, c'est une API JavaScript, donc standardisée par le W3C. Et donc qui est aujourd'hui implémenté dans déjà 3 navigateurs, donc Chrome, Firefox et Opera, ce qui fait 60% des navigateurs au total aujourd'hui, et plus de 1 milliard de clients compatibles. Et donc vu que c'est une API JavaScript, ce que ça veut dire c'est qu'il n'y a plus rien à installer du côté du client, donc pas de logiciel ni de plugin Flash ou autre, pour pouvoir faire, pour pouvoir utiliser WebRTC et donc le peer-to-peer. Autre chose aussi, dernière chose, c'est que ça intègre tout ce qui est NAT traversal, dont on a parlé à la dernière présentation. Donc tout ce qui est mise en relation des peers est géré par le WebRTC, il n'y a plus à s'en occuper. Ça se fait de façon très optimale. Donc voilà, j'ai dit que ça permet de faire de la vidéo, de l'audio, enfin de transférer de l'audio, de la vidéo, mais aussi donc du data brut.
Donc comment on fait ça? C'est avec l'API Data Channel, WebRTC Data Channel. Donc cette API, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est vraiment très simple à utiliser. Donc si vous connaissez WebSocket, c'est un peu le même type de syntaxe. Toutes les communications sont encryptées entre deux peers par défaut. Donc dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne chose. Et ça peut fonctionner soit en mode, j'ai mis TCP ou UDP, mais en gros en reliable ou unreliable. C'est-à-dire qu'on peut soit attendre que le peer à qui on a envoyé un message confirme qu'il a bien reçu ou pas. Donc ça dépend des applications qu'on veut en faire. Par contre, la chose que ça ne gère pas, c'est justement la mise en relation des deux peers, donc ce qu'on appelle le signaling. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est avoir un serveur central qui transmet un message d'offre à d'une personne, puis l'autre personne va lui transmettre une réponse, et ensuite ils vont établir une communication en peer-to-peer. Heureusement, il y a des librairies serveurs qui permettent de faire ça facilement, en tout cas, pour une utilisation très simple de Data Channel. Donc si vous voulez tester chez vous, vous connecter avec une autre personne, c'est assez relativement simple à faire. Donc comme je disais, pour nous, le WebRTC Data Channel, c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de nouvelles possibilités d'applications donc sur le web. Donc ça peut aller de trucs assez simples comme des chats et messageries privées directement dans le navigateur, à des trucs un peu plus compliqués comme des jeux FPS à très faible latence en temps réel par exemple. Donc Mozilla a fait une démo avec un équivalent de Quake 3 qui se joue dans le navigateur avec WebGL et WebRTC, donc en multijoueur. Ça permet de faire du partage de fichiers. Il y en a d'autres qui ont pensé à faire du CDN statique, donc en peer-to-peer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de PeerCDN. C'est exactement ce qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'ils se fassent racheter par Yahoo il y a un mois. Donc c'est quelque chose qui est en train de bien progresser, en tout cas de bien augmenter dans le web. Donc c'est possible aussi, il y a un projet qui veut faire BitTorrent mais directement dans le navigateur, donc il n'y a plus besoin d'installer un client BitTorrent. Et puis nous, Streamroot, ce qu'on fait, c'est du streaming VOD et live, donc assisté par peer-to-peer. Donc nous, Streamroot, on fait donc WebRTC, streaming vidéo, jusqu'à beaucoup sur la VOD, et on va vous présenter ce soir donc, en première mondiale le live, la solution live basée sur WebRTC. A priori on est les premiers à le faire et à le démontrer aujourd'hui. Donc la solution en général, c'est une solution de diffusion peer-to-peer live VOD avec une intégration très simple. En fait, on a une librairie qui va se plugger directement dans les players des navigateurs, et on l'expliquera un peu plus en détail à côté. Et notre solution est aussi fournie de l'analytics en temps réel, puisque grâce à notre tracker, on arrive à récupérer toutes les données en temps réel sur ce qui se passe. Donc on fournit aussi ça avec, on vous montrera un petit exemple à la fin aussi. Les avantages de Streamroot et donc de la solution peer-to-peer sont bien sûr la réduction des coûts de bande passante. Donc c'est l'objectif premier de peer-to-peer. La gestion efficace des pics, donc pouvoir monter en charge très facilement, et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc comment ça marche un peu plus en détail? On a une solution qui est hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas du full peer-to-peer, on est sur on garde l'hybride avec le CDN. Donc on commence toujours par initialiser avec le CDN. En parallèle, on se connecte à notre tracker. On se peut établir en parallèle la connexion au tracker. Le tracker va nous envoyer les meilleurs peers sur lesquels il est judicieux de se connecter pour pouvoir aller chercher les datas. Et après, le code qui est inclus donc, dans le player va établir la connexion directe en peer-to-peer avec les autres utilisateurs pour pouvoir télécharger les données. Donc, il y a deux parties importantes dans notre solution, la partie tracker et la partie player, et c'est ça qu'on va détailler un petit peu plus maintenant. Donc pour commencer la partie player, donc player JavaScript du côté client, première chose c'est que nous on gère l'adaptive streaming avec notamment MPEG Dash, avec toutes les features qui vont avec Dash.
Et en plus, donc on a un système de buffering intelligent qui fait que si on va télécharger des segments en peer-to-peer en priorité, et si par hasard il n'y a pas assez de peer ou qu'il n'y a pas assez de vitesse de téléchargement au niveau des peers, si le buffer est trop petit, on va repasser sur des CDN si le buffer est trop petit du côté du client. Comme ça ne marche pas sur tous les navigateurs pour l'instant, on a aussi donc des fallbacks HTML et Flash pour que la vidéo soit jouée même si le navigateur ne supporte pas donc, notre système peer-to-peer. Et du coup, l'expérience pour le client final est totalement transparente, c'est-à-dire qu'il n'a rien à accepter ou à télécharger ou à installer pour profiter donc de notre solution peer-to-peer. On a aussi optimisé beaucoup notre solution justement au niveau des ressources CPU. Et donc elle est optimisée pour la HD et notamment pour la 4K. À la 4K, on a fait une démo avec France TV au salon Le Web 2013. Donc on avait une belle TV 4K avec notre solution qui marchait plutôt bien. Et donc ouais, du côté tracker, donc, comme je disais au début, la fonction première du tracker, c'est de mettre en relation les différents peers qui regardent les mêmes vidéos en même temps. Donc il va lister et gérer les différents peers, puis les mettre en relation de manière intelligente. Donc il y a pas mal des points qui ont été évoqués aussi dans la presse précédente. Donc géolocalisation, localisation par filtrage par FAI, regarder la bande passante disponible des peers. Et puis aussi donc, la position dans la lecture de la vidéo, si c'est de la VOD. Et tout ça est fait de manière dynamique. Donc on donne la meilleure liste de peers à chaque utilisateur, à chaque moment, à chaque instant. En plus de ça, donc, de cette fonction de signaling, on intègre vu qu'on est en fait connecté, notre tracker est connecté à tous les peers en temps réel. On peut avoir beaucoup de statistiques et d'analytics personnalisées sur les différents peers. Et en plus de ça, on peut pusher de l'information, des données aux peers si besoin, à partir du tracker. Au niveau sécurité, donc, nous on n'a pas un système totalement distribué, mais centralisé. Et donc on ne peut pas se connecter à notre peer si on ne passe pas par notre tracker. Du coup, ça permet de faire du blocage de mauvais peers ou de peers dont on ne veut pas. Et puis surtout, ça permet de vérifier l'intégrité de la vidéo. Donc on check que les segments qu'on a chargés depuis les autres peers sont bien les bons et que c'est bien la bonne vidéo. Donc si le tracker plante et HS, c'est pas non plus un gros problème parce que l'utilisateur va se rabattre sur le CDN et donc il n'y aura pas de coupure dans le playback. Et puis le tracker est scalable avec le nombre de personnes qui regardent, qui sont connectées dessus. Du coup ça permet de monter en charge et d'atteindre des masses d'utilisateurs assez grandes, sans trop de problèmes. Donc on a parlé des navigateurs. Donc forcément, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question justement des mobiles et des autres devices. Donc une première réponse, en tout cas pour le mobile, c'est qu'on est en train de travailler sur le portage de notre solution sur mobile en natif. Donc ça marchera surtout avec les réseaux Wi-Fi. Le réseau 3G, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses dessus, parce que c'est le peer-to-peer est bloqué. Mais bon, normalement ça devrait avancer, on espère. Et puis à plus long terme, on veut bien sûr mettre ça sur des Smart TV et voire même des set-top box. Au niveau des DRM, qui est aussi je pense une question importante ici, nous, vu qu'on travaille en HTML5, on suit la vague DRM HTML5 et je crois que, je vais pas trop en dire sur ça, mais il y a eu une présentation la dernière fois, je crois, sur les DRM en HTML5. Et donc, quand ça sera disponible, donc on espère l'année prochaine, on se mettra à niveau du côté des DRM aussi.
On l'a fait, non? Bon. On va passer la démo VOD qu'on a sur notre site. Donc c'est une démo online si vous voulez regarder chez vous, même ici, ça marche. C'est très bien. Et par contre, on va justement faire un petit premier retour d'expérience sur des tests, une mise en pré-production en fait, une mise en production qu'on est en train de faire avec un partenaire, qui est un gros site de VOD. Donc là, c'est des stats qu'on a récoltés sur une vidéo de à peu près 1h30 en 720p qui était à 1 mégabit seconde. Donc on en est monté en charge avec 400 utilisateurs simultanés. Pour une seule vidéo, c'est pas mal déjà. Et c'était des utilisateurs bien dispersés au niveau géographique. Donc on est arrivé à un super bon résultat pour un premier test à grande échelle, qui était de 45% de peer-to-peer, donc 45% de réduction de bande passante pour la plateforme avec qui on a testé. On a eu pas mal de petits bugs, etc. Notamment des problèmes de playback que ça nous a permis de résoudre depuis. On a remarqué justement ce qui a aussi été dit dans la presse précédente, c'est qu'il y avait une petite partie de gens qu'on a appelé des super seeders, mais qui en gros qui avaient un débit beaucoup plus haut que tous les autres, et du coup qui envoyaient énormément de données aux autres, et du coup qui étaient des gros pôles qui permettaient d'alimenter le système, et qui faisaient que ça marchait vraiment bien. Par contre, au niveau de la mise en relation, là sur ce test-là, il n'était pas vraiment optimal de notre côté parce que c'était un film de 1h30 et que nous on a optimisé à la base notre solution pour des vidéos plutôt courtes, environ quelques dizaines de minutes. Donc on pense qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Par contre, ça nous a confirmé que les latences étaient vraiment très faibles pour la mise en relation des peers et puis ensuite pour le transfert, la communication et le transfert de fichiers. Donc ce qui permet, quand je dis latence, c'est pas sur le décalage sur la vidéo, mais c'est vraiment entre de communication, de transfert de données. Et donc qui était vraiment faible. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et justement, même entre des peers très éloignés, donc là on avait des peers à Paris et à Moscou, il y avait une plutôt bonne latence, on a été assez étonnés de ça, et une super qualité de peer-to-peer, de transfert qui montait genre à 10 mégabits seconde facilement. Donc voilà. Donc voilà, on va maintenant passer au moment que vous attendez tous, je sais. Donc C'est bien passant, il est variable ou il est invariable? Ah, il est variable. Ouais. Si je rajoute 2 zéros au nom d'utilisateur, est-ce qu'il va augmenter? Il va augmenter. Ce sera bien disponible aux internautes. Pardon? Ce sera disponible pour nos internautes qui nous suivent. La démo? Donc voilà notre démo de streaming live. Donc on voit en jaune qu'on a téléchargé les premiers segments depuis le CDN et qu'on est connecté à 2 peers. Donc ces 2 peers ils sont ici. Vous pouvez aller vérifier si vous ne croyez pas. C'est vraiment le cas. Donc si vous voulez suivre les métriques du download, on a un graphe ici qui montre donc en jaune les données téléchargées depuis le CDN, en vert ce qui est téléchargé depuis le peer-to-peer et en rouge ce qui est uploadé. Mais là on fait que télécharger en peer-to-peer. Là-haut le pourcentage de peer-to-peer, et ici on a le buffer de la vidéo, donc il est un peu compliqué à comprendre. Donc on a chaque segment qui est une bande horizontale, et donc là on voit en hauteur on a 5 segments en fait. Et donc voilà, donc on voit qu'on est déjà en train de pomper toute la vidéo en peer-to-peer depuis les 2 utilisateurs qui sont juste à côté. Donc on vous a dit qu'on allait aussi vous présenter notre solution d'analytics. Donc c'est une solution qui nous permet d'améliorer continuellement notre solution et également qui sert de base pour fournir un rapport client. Donc si vous signez chez nous, c'est ce qu'on vous donnera. Hop. Voilà. Donc ici on a un sur la démo pour dire que c'est du live parce qu'ils ne croient pas. Ah, vous ne croyez pas que c'est du live? Ouais. Justement, au niveau du workflow,
Ah oui, le workflow, on a voilà. une question même. On avait hésité justement entre mettre une webcam ici pour vous montrer que c'est du vrai live avec nous-mêmes. Mais bon, on s'est dit que c'était pas très super intéressant niveau image. Du coup, on a pris, en fait, ça c'est une chaîne TV streamée en live sur internet. Là, on voit qu'il est 22h55, mais c'est parce que c'est en Russie. Donc si vous enlevez 3 heures, vous allez voir, c'est les payants. Donc en fait, le workflow, c'est qu'on a récupéré un flux RTMP qu'on a transcodé en Dash dans le cloud avec un browser et qu'on récupère ici dans le navigateur. Donc si vous voulez, je peux vous donner l'adresse du RTMP si vous voulez vérifier. C'est pas un problème. Enfin bref. Donc je vais maintenant vous montrer donc, les analytics. Donc voilà le type de dashboard qu'on utilise. Donc on a par exemple des données ici sur le peer-to-peer. Donc ça c'est des données qui proviennent de nos premiers tests à grande échelle. Si on descend, on a ici des données sur les vitesses, donc de téléchargement et d'upload. Ici des données sur les lectures de vidéos. Des données sur le nombre moyen de peers par utilisateur. Ou des données sur les latences par exemple. Donc là c'est en millisecondes. C'est des latences moyennes. Donc, voilà. Donc, ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est en temps réel. En fait, on reçoit les données qui sont agrégées directement en temps réel. Voilà. Donc on travaille pour cette solution d'analytics, donc on travaille avec une start-up qui s'appelle Realytics, qui est incubée avec nous au camping. Et voilà, ils nous font cette solution. C'est le payeur qui en lance, c'est vous qui avez interrogé les payeurs. C'est le tracker qui reprend. On a un tracker dans les players. Ouais. Initiative. Il est complètement intégré à notre player et on envoie des events sur leur plateforme. Oui. Voilà. À chaque fois, c'est un SDK intégré. Mais en fait, il est déjà intégré à notre player, donc à notre moteur de lecture peer-to-peer. Là, ton stream live, c'est du monobitrate. Sur la démo, ouais. Sur la démo. Ouais, genre c'était limite enfin on acceptait, mais c'était vraiment limite. Si c'était du dash, t'as Et accepté. on a voulu limiter l'effet démo, donc Mais Dash ou Notified, c'est un peu peer-to-peer. On est un peu mode dash. Hein. je peux essayer de trouver ça. Ouais, bah, on a fini, donc si vous avez des questions. Oui. Donc vous dites que le trafic en sortie du serveur de streaming, en gros, il est réduit à 45%. Mais quel est en fait le trafic total? C'est-à-dire que si je comprends bien, donc il y a plein de messages qui s'échangent entre les clients, donc ça génère un trafic additionnel. Est-ce que le trafic, si on prend l'ensemble du réseau, le trafic total est supérieur à un trafic pur unicast, ou il est inférieur, ou il est identique? Alors si on prend tout, il est un tout petit peu supérieur, mais vraiment de peu parce que ce qu'on fait, c'est qu'on échange des mini-données, enfin, ce qui encore une fois été dit juste avant, mais on échange des offres et des demandes de chunk, etc. Mais c'est rien par rapport à une seconde de vidéo, donc c'est très D'accord, il y a limité. tout un protocole, il ne faut pas qu'on renvoie trop de paquets. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, c'est pas chaque peer renvoie tous les paquets. Non. Et puis ensuite, la mise en relation fait que si deux personnes sont en LAN, ils seront connectés en LAN, donc il y aura moins de transferts. Et puis c'est pareil pour les réseaux d'entreprise, etc. Donc globalement, c'est l'utilisateur qui paye avant de passer, plus que le fournisseur. C'est ça le... Ouais, bon, normalement c'est l'opérateur. Mais par exemple, si on l'utilisait en 3G ou en 4G, il y a des data cards. T'envoies des checks et Non, même pas. Ouais. Dernière question. Vous basez sur HTML5, ce que vous avez mis en place. Vous avez déjà eu en discussion avec les fournisseurs de contenu pour voir dans quelle mesure c'était le genre de DRM que eux pouvaient accepter? Alors, on va dire, les gens ont encore assez peu de visibilité sur justement les DRM HTML5, donc nous aussi. Non, je sais pas encore. Ok, merci.